Dans cette vidéo, on va commencer la première section sur Kubernetes. Donc là, on va pas vraiment attaquer le vif du sujet, mais on va parler de l'historique de Kubernetes. On va parler d'où vient Kubernetes, pourquoi Kubernetes, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on est passé d'un monde où on avait des serveurs traditionnels avec des applications qu'on installait sur un serveur à la containerisation aujourd'hui. Donc l'idée c'est d'avoir un historique. Je vais pas trop m'apesantir dessus, c'est d'avoir juste des grandes lignes pour savoir quand même d'où vient Kubernetes et tout. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo là. Donc c'est parti. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Alors, donc là, il y a une image d'un vieux monsieur, vous allez vous dire, qui semble être sur un bateau. Vous allez vous demander, mais à quoi il nous prend là, KSG là? Qu'est-ce qu'il nous met là? Pourquoi un vieux monsieur est là dans un bateau et tout? Bon, en fait, pour moi, ce monsieur, on peut dire que c'est grâce à lui qu'il y a peut-être Kubernetes aujourd'hui. Même si peut-être quelqu'un d'autre aurait eu l'idée. Donc, il a rien à voir avec la technique, ce monsieur. Il s'appelle Malcolm Lin. Donc lui c'est un entrepreneur américain qui vivait en Caroline du Nord en fait. Donc c'est lui en fait le père de la containerisation. La containerisation au sens pas applicatif mais au sens des bateaux en fait. Voilà parce que les containers c'est ça. Donc c'est lui qui a inventé le premier container à expédition de marchandises en 1956. Donc Malcolm McLean il s'était posé un jour comme question. Il était même pas forcément, comment on dit, il était pas forcément un docker, il travaillait pas forcément dans la marine, mais c'était juste posé la question. Il trouvait que le transport maritime était mal optimisé. Parce qu'en effet, le transport maritime avant son invention, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Donc vous voyez, toutes les marchandises étaient transportées dans des sacs, dans des tonneaux, dans les bateaux, quoi. Donc, et c'était pas standardisé. Donc c'est-à-dire que à même les bateaux, vous aviez des fûts, vous aviez des sacs, vous aviez des tonneaux, vous aviez des cartons, enfin, il n'y avait pas vraiment de normes en fait à cette époque-là. Et ce monsieur-là, Malcolm McLean, s'est dit, ben en fait, c'est super mal fait. Je pense que ça peut avoir du sens de tout mettre dans des conteneurs standards en fait. Parce que du coup, ça, il n'y avait rien de standard, donc ce qui fait que le travail était assez physique, manuel, et ça pouvait varier, donc il y avait un temps énorme qui était perdu. Et grâce justement à l'invention de Monsieur McLean là, on va avoir les conteneurs qui vont naître. Donc il va être c'est lui qui va penser ces conteneurs là et ensuite ça va devenir être un standard. Donc dans le conscient collectif on pense que ça a été inventé en Chine mais en fait c'est un Américain qui a eu la première idée des conteneurs en fait. Et, et du coup ça va avoir un succès qu'on connaît aujourd'hui en fait. Donc les premiers, il va proposer son système à des premières compagnies qui vont l'adopter et au fur et à mesure en fait ça va devenir la norme en fait parce que ça du coup ça permet d'avoir des éléments qui sont standards. Donc qui dit standard ça fait qu'on peut développer, on peut avoir des machines qui permettent de transporter ces machines là, on peut mieux les suivre, on peut mieux les traquer, il y a moins d'efforts, enfin vraiment c'est... Et surtout les marchandises, la qualité de la marchandise n'est pas dégradée, on les retrouve facilement, contrairement à juste poser ça sur un sac en fait. Donc ça a permis derrière de réaliser d'énormes économies d'échelle en fait. Donc ça a réellement boosté le transport maritime. Bah eh bien, dites-vous que les informaticiens, c'est la même chose en fait. Donc au niveau de l'informatique, le concept de containerisation est aussi né, c'est à peu près la même chose en fait. Donc l'idée c'est de se dire que moi aujourd'hui mon application, quand je l'embarque et tout, j'ai juste la mettre dans un conteneur, elle a tous ces éléments et elle peut être autonome en fait. Donc c'est ce qui se passe là en fait. Et c'est exactement le même principe. Et dans l'informatique avant on avait une machine avec un logiciel on va dire
avec toutes ces dépendances, mais sauf que ça avait un coût énorme parce qu'il y avait plusieurs serveurs qui étaient en général sous-exploités. Donc vous allez avoir par exemple un serveur web qui utilise 10 puissants de la, je sais pas, 10% de CPU. Il est tout seul sur sa machine. Ensuite, il y a eu la containerisation, enfin pas la containerisation, la virtualisation, qui permettait d'avoir différentes couches, différentes VM en fait sur le même host. Et même la virtualisation avait différentes limites. Et c'est là où on est arrivé à la containerisation en se basant bien sûr sur la métaphore du transport, sur la métaphore du transport maritime. Donc vraiment ça permet aujourd'hui à la containerisation de packager vos applications avec toutes les indépendances, avec toutes les dépendances et d'avoir une référence unique qui marche un peu partout. Donc on a moins ce problème là de se dire ah mon application marche en local mais marche pas en ligne et tout. Parce que notamment quand vous envoyez votre application, vous envoyez avec tout son écosystème. Vous pouvez pas dire que la version Node que vous avez sur laquelle vous avez testé ou validé votre application n'est pas la même qu'il y a sur le serveur. Donc ça permet d'éviter ces problèmes là. Et aussi il y a une isolation. Donc chaque application est isolée dans son propre conteneur avec ses ressources quoi. Ce qui permet de limiter aussi les problèmes. Voilà. Donc le transport maritime, vous voyez, une fois je reviens encore à ma métaphore sur le transport maritime. Donc une fois qu'on a réussi à avoir des conteneurs en fait, on peut les mettre dans des immenses bateaux. Et chacun a son compartiment et aucun n'empiète l'autre quoi. C'est-à-dire que là par exemple si j'ai mon café qui pourrit ou si j'ai ma banane qui pourrit, ça ne va pas impacter en fait mes ressources qui sont dans l'autre conteneur. Vous voyez un peu. C'est exactement la même chose au niveau applicatif. Quand vous avez votre application, si elle commence à déconner, c'est le conteneur qui va avoir un problème. Ça va être limité au conteneur. Contrairement à quand vous avez tout sur une même pièce quoi. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Du coup ça permet aux compagnies en fait, chaque compagnie peut avoir ses propres conteneurs et elle n'impacte pas l'autre en fait. Et elles sont tous dans un même bateau qui va les transporter. Et il faut se voir que Kubernetes c'est un peu le bateau qui transporte vos conteneurs, qui les manage. Donc tous ces conteneurs en fait ils sont scheduled, ils sont supervisés, ils sont comment dire ça, ils sont surveillés, ils sont pris en compte. C'est exactement ce que va faire Kubernetes aussi au sens applicatif. Donc vous pouvez imaginer que ça va être Kubernetes et là-dedans vous avez plusieurs applications qui chacun est dans son coin et Kubernetes se charge de les gérer en fait. Donc vous pouvez voir Kubernetes en fait comme un orchestrateur. Donc c'est comme dans un opéra, vous avez le maestro qui dit à toi, à toi, à toi. Kubernetes va un peu agir à ce sens-là, où c'est lui qui va allouer des ressources à chaque conteneur, et chacun va un peu pour s'assurer en fait que tout marche bien en fait. Voilà. Alors si on vient sur l'historique de Kubernetes, donc là on peut dire que le Kubernetes à la base, son père, son fondateur, c'est ce qu'on appelle sur le projet Borg. Donc c'est Google en fait qui a l'initiative de Kubernetes. Donc depuis 2004 en fait Google ils travaillaient déjà sur les containers, ils ont commencé à travailler sur la containerisation, sur des outils pour pouvoir schedule leurs containers. Ils ont donc développé en interne un programme qui s'appelait Borg. Donc c'est ça que j'ai mis là. Et ce programme là c'était que pour Google en fait, il n'était pas open source. Donc c'est un outil que les ingénieurs de Google avaient développé en interne. Pendant très longtemps, ça a été l'une des grandes forces de Kubernetes, l'un des gros avantages compétitifs que Kubernetes avait par rapport aux autres concurrents. Et je pense même que si Google en est où ils en sont là, c'est grâce en grande partie à Borg quoi. Ils ont réussi parce que quand Google a grandi, ils ont eu plusieurs problèmes de scaling quoi. Donc ils se sont posé des vraies questions que personne n'avait à ce moment-là. Comment est-ce qu'on scale une grande architecture et tout, avec d'immenses données, d'immenses serveurs, etc. Donc je pense qu'ils ont dû faire face à beaucoup de problèmes en interne qu'ils ont poussé à développer Borg, leur outil de containerisation. Donc pendant à peu près 10 ans, ça a été la chasse gardée de Google. Il n'y a que les ingénieurs de Google qui travaillent dessus là. Et en 2014, Google a décidé de rendre ça open source. Donc ils ont transformé, ils ont nommé ça en Kubernetes, dont le projet a été release à la communauté. Et je pense que ça a été fait probablement peut-être en interne. Il n'y avait plus des ressources pour pouvoir gérer ce projet là. En interne, il faut le faire évoluer. Et bon, ça n'engage que moi. Hein. Comment dire, c'est une piste en fait. Je pense qu'ils ont résisté parce qu'en interne, peut-être les personnes qui travaillaient sur le projet n'avaient plus forcément le temps, ils partaient à la retraite ou je sais pas quoi. Bon, bref. En tout cas, il en est quand même qu'en 2014, Kubernetes va devenir en fait. Va être release à la communauté. Il va avoir le premier commit en 2014. Voilà. Donc il va se passer 2 ans pour avoir le premier cluster Kubernetes fonctionnel qui manageait, qui marchait bien. Ça ne veut pas dire qu'entre 2014 et 2016 il n'y avait rien, il y avait des versions qui étaient là. Mais bon, on va dire qu'officiellement c'est en 2016 qu'il y a le premier cluster Kubernetes qui est sorti sur le marché.
Donc c'est pour ça que quand quelqu'un vous dit qu'il a plus de 10 ans d'expérience sur Kubernetes, faut vous dites 10 ans d'expérience. Bon. Avec la qui connaît Kubernetes même avant, s'il n'a pas travaillé chez Google, c'est fort probable qu'il raconte un peu n'importe quoi. Donc on va dire que de manière globale quand même, les sysadmins ou les SRE, les DevOps qui maîtrisent Kubernetes, voilà, ils ont une expérience entre 5 et, allez, 5 et 8 ans raisonnablement. Voilà. Donc ça, il y a eu le premier cluster Kubernetes, donc ça a fait ses preuves. Ensuite, il y a eu tous les cloud providers qui l'ont récupéré. Il y a eu GKE qui est neu avec Google, il y a eu EKS, il y a eu AKS. EKS c'est pour Amazon et AKS c'est pour Azure, donc il y a le service manager et ça s'est développé en fait. Pour devenir aujourd'hui le standard lorsqu'on parle d'orchestration. Donc Kubernetes, vous pouvez le voir comme étant le grand bateau qui va contenir en fait tous les containers et qui va se charger en fait de les acheminer, de les faire fonctionner enfin, de les faire fonctionner correctement, de s'assurer que si le container de China Shipping tombe, que ça n'impacte pas Costco, etc. Donc c'est lui vraiment qui va être le Docker là, enfin, entre guillemets le responsable de tout ça. Donc c'est un peu ça, une première introduction de l'historique de Kubernetes. Donc là, on a l'architecture de Kubernetes, une architecture simplifiée. Donc on va essayer de les parcourir. Donc on va dire que dans Kubernetes, il y a deux notions. Enfin, il y a deux principaux éléments. Il y a le Kubernetes master, donc il y a le master et il y a les nodes. Voilà. On va s'interroger au master. Il y a un seul master, il peut avoir plusieurs nodes. Bien sûr, vous pouvez avoir ça en cluster. Voilà. Donc on va commencer par le master. Donc le master, en fait, c'est le point central, c'est l'élément central de Kubernetes, en fait. Donc son rôle, en fait, c'est de pouvoir gérer l'état du cluster, de faire des schedules, etc. Il est constitué de 4 principaux éléments et d'un cinquième si selon qu'on travaille sur un cloud provider ou pas. Donc le tout premier élément, c'est l'API server. On va commencer par l'API server. Donc comme son nom dit, c'est l'API server. C'est le point d'entrée de toutes les commandes, en fait. Donc lui va permettre d'exposer, en fait, via API Kubernetes. Et c'est par là que tous les échanges vont passer en fait. Donc il est le point vraiment, c'est l'API qui permet à toutes les applications de pouvoir discuter. Donc c'est le point d'entrée des requêtes et tout. Voilà, il est possible même de voir, d'accéder à l'API de Kubernetes et de voir toutes les routes, etc. Donc c'est le point d'entrée, c'est lui qui permet vraiment, c'est le bus pour pouvoir échanger les données entre tout le monde là, comme vous pouvez le voir. Donc tout le monde discute avec le Kube API pour exposer son état, son service, accéder aux ressources. Donc ça c'est l'un des points éléments centraux. Ensuite, il y a le contrôleur manager qui est là. Donc le contrôleur manager, c'est le contrôleur en fait. Donc il est chargé en fait de gérer l'état du cluster. Donc ça c'est le point central tel que création des pods, gestion des réplicas, scaling, rollout, etc. Donc c'est vraiment le contrôleur manager, je sais pas comment, le contrôleur en fait central qui va gérer tout ça en fait. Donc lui, et pour ça, il s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle le ETCD. Donc ETCD, c'est un peu comme une base de données, c'est même une base de données, clé registre en fait, clé valeur qui permet en fait de donner l'état du cluster, de la configuration. Donc toute la configuration qu'il y a sur Kubernetes en fait est stockée au niveau de ETCD. Et le contrôleur manager, il s'appuie beaucoup sur lui en fait pour pouvoir faire ses actions. Donc si vous perdez ETCD en fait, lui il peut pas faire en fait, il peut rien faire parce qu'il n'aura pas les bonnes données pour pouvoir correctement schedule ou faire des opérations, savoir que en fait telle ressource est limitée, il faut que je le scale, etc. Ou bien tel node n'a plus assez de ressources, il faut que je le décharge, etc. Donc ETCD du coup c'est la base de données de Kubernetes. Et entre tout ça il y a le scheduler en fait. Donc le scheduler en fait c'est lui qui va permettre de faire le schedule, dire que tel pod tu vas sur tel nœud. Donc il travaille beaucoup avec les nœuds. Tel nœud je te décommissionne, etc. Donc le scheduler vraiment c'est lui qui va permettre de schedule en fait. Donc de contrôler qu'est-ce qui va sur un nœud, qu'est-ce qu'on ajoute sur un nœud, qu'est-ce qu'on retire, etc. Donc c'est un élément aussi super important. Donc ça c'est la partie en fait, la partie master on va dire. Donc ça c'est la partie master Kubernetes. Et maintenant ensuite il y a des nodes. Donc côté node quoi, donc le node ce sont les différents serveurs. Déjà il peut avoir plusieurs nodes. Donc vous pouvez avoir selon la capacité de votre cluster autant de nodes que vous voulez. Bon voilà. Et les nodes dont ils sont constitués de, allez, 3 éléments on va dire. Donc il y a le kubelet.
Donc kubelet en fait c'est juste un agent qui permet au contrôleur manager, au master de pouvoir discuter avec les nodes. Donc c'est kubelet qui va se charger de récupérer les éléments sur le node, sur les pods, etc. et de l'envoyer au control plane via Kube API en fait. Donc donc kubelet c'est un élément super important qui est installé sur tous les nodes. Donc dès qu'un node, une nouvelle machine arrive sur un cluster, il y a l'agent kubelet qui est installé en fait, permet de discuter avec pour permettre que le cluster, le control plane puisse être au courant de ce node là et récupérer les métriques, etc. Ensuite il y a le kube proxy qui va se charger de gérer le routage en fait entre les services. Donc c'est lui qui va s'assurer de l'accès aux pods via des IP, via des ports virtuels, etc. Notamment, pareil pour les services, on a du node port, du cluster IP. Donc c'est vraiment le kube proxy qui va se chercher. On va dire que le kube proxy c'est toute la partie réseau, la partie routage en fait pour l'accès aux pods. Et enfin il y a le runtime, le container runtime. Donc c'est juste en fait là, c'est sur quel runtime est utilisé pour faire tourner les images. En général il y a containerd ou Docker. Mais la plus souvent c'est souvent containerd parce que Docker en fait c'est containerd mais avec d'autres couches qui sont rajoutées en fait. Donc c'est soit containerd ou Docker qui est juste le runtime. Donc c'est pour dire mes pods en fait, mes containers ils tournent sur quel agent en fait. Voilà. Donc c'est souvent les trois éléments qu'il y a sur un nœud Kubernetes, sur un nœud Kubernetes. J'ai appelé node parce qu'il n'y a pas abus de langage. Voilà. Donc voilà un peu au niveau du nœud. Donc là vous avez l'architecture. Et enfin il y a un dernier élément qui est au niveau du master. On appelle ça les cloud controllers. Donc ça en général c'est si vous faites du EKS, de l'AKS ou du GKE. Donc c'est quand vous ne gérez pas vous-même votre master et vous le faites Kubernetes sur un cloud provider. En général il y a des cloud controllers qui sont installés qui vous permettent d'interagir avec les services du cloud provider, notamment AWS, Azure et tout. Donc depuis l'autre cluster, vous serez en même de pouvoir aller par exemple créer des load balancers, créer des disques, etc. Ça c'est grâce au cloud controller qui est aussi côté master. Et c'est pourquoi en général, quand vous allez utiliser une version Kubernetes managée comme EKS ou AKS, vous n'aurez pas accès au cloud controller, ni même à ça. Vous n'avez pas accès à ça parce que je pense qu'ils font d'autres... parce que c'est assez sensible en fait et c'est le cloud provider qui est responsable de ça. Donc moi genre vous ne voyez pas ça. Vous avez juste accès au node en fait. Voilà. Et c'est pas mal aussi parce que ça au final ça ne traite pas tellement de la valeur quand vous créez vos clusters Kubernetes. Une fois que c'est là, ça tourne tout seul et vous n'avez pas à gérer les patchs de sécurité, etc. Bon, ça a ses avantages, c'est combien. D'ailleurs j'avais publié un article dessus où je donnais 10 conseils quand vous travaillez sur Kubernetes. Moi je considérais principalement, j'ai déjà eu à le gérer mais je trouve qu'il n'y a pas trop de plus-value à gérer ça vous-même. Donc bon, ça c'est juste mon avis hein, si vous êtes dans le cloud. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc pour retenir, il y a deux éléments. Il y a le control plane qui est le master et ensuite il y a les nœuds. Au niveau du control plane, on a quatre éléments principaux. ETCD qui est la base de données, scheduler qui permet de scheduler les pods, les assigner à des nœuds, etc. Les Kube API qui permet les échanges de données, la communication. Et le controller manager qui est vraiment le maître, quoi. Voilà, qui est vraiment l'élément qui va gérer comment les ressources sont allouées, qui va donner les ordres en fait. Voilà. Et côté nœud, il y a le kubelet qui est un agent qui est installé qui va permettre à l'agent, au nœud, de pouvoir discuter avec le cluster. Et ensuite, vous avez le kube proxy qui va permettre de gérer le réseau. Et enfin, il y a les pods avec le container runtime qui va lui en fait sur lequel vont tourner les pods en fait. Voilà. Là, on va voir les pods en fait. Donc le pod, c'est super important à connaître sur Kubernetes en fait. Donc c'est l'élément unitaire, on va dire. C'est vraiment l'élément unitaire de Kubernetes. C'est l'élément sur lequel Kubernetes va faire des opérations. Par exemple, Kubernetes, il ne délète pas des containers. Il ne schedule pas des containers. Ce qu'il fait, c'est qu'il supprime des pods. Il schedule des pods. Il manage des pods en fait. Donc c'est vraiment l'élément de base de Kubernetes, le pod. Et c'est quoi un pod en fait? Un pod, c'est un élément qui est constitué en général des images. Donc c'est il peut être constitué de un ou plusieurs containers de différents types. Donc par exemple là, vous avez ici un pod. Lui, il est constitué d'un seul container. Et il a cette IP là. Par exemple là, vous avez un autre pod qui peut être constitué de deux containers. Donc là, c'est une application et peut-être une base de données. Et là, vous avez un autre pod qui est constitué de 4 containers.
Et là, vous avez un autre qui est constitué de 3 containers, donc une base de données. Donc, ça, je veux dire, donc, dans Kubernetes, en fait, c'est vraiment le pod sur lequel est réalisé les opérations. Et le pod, il peut être constitué de un ou plusieurs containers. Donc visuellement, le pod, c'est un peu ça. Donc le pod, ce qui caractérise un pod, c'est le nombre de containers qu'il a. En général, moi de base, ça c'est je suis pas là pour... moi de base, quand je travaille sur Kubernetes, je m'arrange toujours à ce qu'avoir un container égale un pod. Mais parfois, il peut y avoir des cas où vous êtes obligé d'avoir dans votre container plusieurs pods. Par exemple, le cas où vous voulez injecter un agent de supervision ou bien injecter un élément pour parser vos logs et tout ça. Vous pouvez inclure dans votre pod qui va contenir du coup votre applicatif dans un container et dans un autre container vous pourrez avoir votre agent. Donc on peut imaginer qu'ici il y a l'application et qu'ici il y a notre agent qui renvoie des logs ou qui mesure des métriques, etc. Mais moi de base quand je travaille souvent je mets souvent un pod égale un container. Mais dites-vous que un pod peut contenir un ou plusieurs containers. Donc un container c'est en général une image Docker si vous voulez. Donc un pod peut avoir une ou plusieurs images qui tournent à l'intérieur. Il est aussi caractérisé par une adresse IP. Donc c'est un élément réseau. Par exemple, le container n'a pas d'adresse IP dans Kubernetes. Ce qui a une adresse IP, c'est le pod. Et pareil, qui a aussi un statut, le container peut avoir un statut, mais c'est le pod qui a un statut. Donc les éléments sur lesquels Kubernetes s'appuie pour travailler sur le pod, c'est son IP et son statut. Donc comme je l'ai dit précédemment, Kubernetes purement, il ne sait pas ce que c'est qu'un container, il ne schedule pas les containers. Donc il schedule réellement des pods. Et un pod peut aussi avoir un volume. Donc le volume, c'est en général un élément externe au pod qui est créé à l'extérieur du pod. Et ensuite qu'on rattache au pod. Ben, c'est comme exactement comme avec un ordinateur. Donc vous avez votre disque qui peut être à part et puis vous pouvez faire un montage de ce disque là sur votre machine. Donc c'est le même concept aussi avec les volumes. Donc les volumes c'est des éléments extérieurs que vous pouvez ensuite attacher à votre pod. Donc le pod, pour résumer, retenez que c'est l'élément de base dans Kubernetes. Donc c'est vraiment l'élément minimum en fait. Et il est constitué de un ou plusieurs containers ou images. Voilà. Alors si on doit faire un petit résumé en fait pour bien comprendre. Donc imaginez que là vous avez votre application qui est là. Qui est dans une image. Ensuite, ce qui va se passer, cette image là, elle va être dans un container. Donc ça peut être Docker. Et ce container là lui-même ensuite, il va être dans un pod. Voilà. Et le pod lui-même ensuite, il va être dans un nœud. Vous allez avoir une troisième couche comme ça, qui est le nœud. Parce que c'est le nœud maintenant où ça va s'exécuter. Et le nœud lui-même, pardon, il va être dans un cluster. Un cluster cube. Et on va dire qu'au niveau vision, ce qui intéresse Kubernetes, c'est cet élément-là. Le pod. Le pod, il est sur les nœuds, c'est pas ensuite les nœuds et tout ça. Donc c'est un peu comme ça que si on doit empiler en termes, si on envoie une vision par couche. Donc vous pouvez imaginer que vous avez votre image Docker, ensuite c'est dans un container. Le container est dans un pod. Le pod, vous avez le nœud et ensuite le nœud est dans le cluster Kubernetes. Donc c'est ce qu'on dit, le pod, ce que j'ai dit, le pod c'est vraiment l'élément de base qui est utilisé après par Kubernetes pour tout. Voilà, on ne met pas des labels sur des containers, mais on met des labels sur des pods. On ne delete pas un container, on delete plutôt un pod. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Voilà. Donc il faut se dire que là, on a vu un peu les éléments de base, mais il y a beaucoup d'autres composants qu'on aura l'occasion de découvrir dans cette formation-là, dans Kubernetes. Notamment les namespaces, les deployments, les replica sets, les events, les secrets, les services, le proxy. Donc au niveau du master, là vous avez une vision master, il y a des jobs, vous avez des namespaces, il y a des ressources quota, donc il y a pas mal d'éléments. Moi je vous ai parlé d'éléments de base qui est là, le pod. Mais ensuite, une fois qu'il y a le pod, on peut rajouter plusieurs éléments en fait pour qu'il marche bien. Et tous ces éléments-là, on les découvrira dans cette formation-là. Donc là, c'était la première vidéo en fait où je vous introduisais
les gros concepts sur Kubernetes, les concepts phares, ce que c'est le cluster Kubernetes, le master, les nœuds, les éléments constitutifs du master, kubelet, kubeproxy, etcd, control plane, kubeproxy, etc. Ensuite, on a vu ce qui est un peu c'était que les pods, qui est l'élément de base dans Kubernetes, qu'on a vu qu'il est constitué de plus de un ou plusieurs containers avec une adresse IP et un statut, etc. Donc dans la suite, on va pouvoir mettre la main dans tout ça. Et enfin, là, on a vu qu'il y a plusieurs autres composants dans Kubernetes, mais on va pas les aborder tout de suite. On aura le temps de les découvrir, qu'on va découvrir le long de cette formation-là. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Et là, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez installer un cluster Kubernetes en local. Pour ceux qui sont pressés, ils peuvent déjà aller chercher, taper les mots-clés Minikube ou Docker Desktop pour pouvoir installer un cluster Kubernetes en local. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.